Compose, épisode 15. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, je vais écouter cette petite voix intérieure qui commence à gueuler, en fait, et qui dit, ouais, maintenant, tu vas m'écouter. et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais juste enregistrer déjà quelques titres et voir ce que ça va donner et mettre un orteil dans le monde de la musique. Et je me rappellerai toujours que quand j'étais dans le processus de l'enregistrement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça pour le reste de ma vie. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah voilà, en fait, il n'y a pas de marche arrière en fait maintenant. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir Léo Nocta, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Ensemble, on a parlé de sa découverte du piano, son instrument fétiche alors qu'il n'a que 4 ans, du million de vues de l'une de ses covers en Russie, de cette voix intérieure qui lui a dit de se lancer dans le monde de la musique, de sa rencontre avec le groupe Delta qui lui a offert sa première expérience professionnelle, du fait de se mettre au service du projet d'un autre artiste, de ses albums solo, de l'importance du visuel autour de son projet, du fait qu'il peut vivre aujourd'hui de sa passion, de la période où il voulait en faire trop. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Léo d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bonjour Julie. Tu es donc auteur, compositeur, interprète, producteur. Oui. J'aimerais savoir d'abord, pour connaître un peu les débuts, comment est né ton intérêt pour la musique ? C'est une question qui est très vaste. On a plein de temps. Mais on a plein de temps, donc tant mieux. On va dire que l'intérêt pour la musique a commencé avec le piano qu'on avait à la maison. Mais c'est pas moi qui ai commencé à jouer au piano. En fait, c'est ma sœur qui avait commencé à prendre des cours de piano. Et j'étais petit, donc j'avais 4 ans, quelque chose par là. Et je la voyais jouer, ça m'intriguait très fort. Et à ce moment-là, je me suis dit que, espiègle comme j'étais, j'avais envie de venir un peu l'embêter. Donc j'ai commencé à un peu pianoter à ses côtés. Et puis après, mes parents ont vu que ça m'intéressait. Et donc m'ont inscrit à un cours de piano à son prof de piano à elle. Du coup, là, ça a un petit peu démarré parce que c'était un prof qui était particulier. Il te donnait exactement ce que tu avais envie d'apprendre. Donc, j'en étais pas conscient quand j'étais petit parce que je me rendais pas compte en fait que c'était une énorme chance. Mais par après, j'ai compris que c'était assez particulier parce que quand tu commences à apprendre le piano, généralement, c'est très académique. Et tu peux très vite être dégoûté de cet instrument juste par la manière de comment on t'apprend l'instrument. Mais après, j'ai eu aussi un prof académique, donc j'ai pu constater la différence entre les deux, quoi. Donc voilà, on va dire que ça a commencé vraiment par l'éducation qui était particulière pour cet instrument-là. Et tu te souviens comment tu l'as vécu, vu que tu étais tout petit ? Comment tu as vécu le fait de commencer à apprendre le piano ? Je l'ai vécu comme un jeu. Donc vraiment, c'était, tu vois le jeu Simon, où tu dois répéter une note, et puis 2 notes, et puis 3. En fait, c'était ça. Et je le voyais vraiment pas du tout au sérieux. Donc c'était simplement, j'ai envie de répéter ce que je vois mon prof faire, ou ce que je vois quelqu'un faire, et ça m'amusait en fait, tu vois. C'était un peu singer juste ce que tu vois ou ce que tu entends. Et ça reste en fait, c'est super marrant parce que maintenant ça reste un peu, comment dire, très fort dans notre milieu, où quand tu écoutes une bonne production d'un chouette artiste, etc., en fait, on le fait tous, où on écoute une percussion particulière ou quelque chose de particulier dans une compo, tu vas le singer. Donc tu te dis, comment est-ce qu'il a fait ça ? Et donc du coup, tu cherches à répliquer ça, en fait, tout simplement. Tu as suivi ces cours combien de temps ? Environ une dizaine d'années. Donc après, vers mes 14-15 ans, j'ai eu un intérêt pour plus, on va dire, des défouloirs. Donc j'ai fait du karaté. J'ai un peu fait de tennis. J'étais un peu plus porté dans le sport, mais pas haut niveau. Juste
voilà, pour m'amuser après les cours. Et surtout, vers 15 ans, je me suis dit, autodidacte. On va continuer tout seul. Pas que j'avais l'arrogance de me dire que j'avais tout appris, loin de là, en fait. Mais juste que j'avais vraiment envie de continuer à apprendre tout seul les choses dont j'avais envie. J'avais en fait le bagage nécessaire que pour apprendre des morceaux de mon côté. Ce qui maintenant est un peu ironique parce que j'ai repris un prof de piano. Et ça me fait du bien en fait d'avoir une sorte de scolarité. Et pas... maintenant je le vois différemment. C'est plus disciplinaire d'avoir un prof. Je ne sais pas si ça se dit disciplinaire. Mais, oui. Que par pure obligation d'une activité, quoi. Ouais. C'est plus pour avoir un suivi presque psychologique et mental, tu vois, pour apprendre ton instrument que de le faire parce que tu dois le faire, quoi. Comment t'as fonctionné du coup la période où tu étais plus autodidacte? Ouais. C'était vraiment de nouveau en regardant ce que les autres faisaient et en essayant de le faire? Comment ça fonctionnait? Attends, quand j'avais 15 ans, on était en 2005-2006. Là, c'était YouTube qui venait de se lancer, je crois. C'était tout frais. Hein. C'est dur à se dire parce que maintenant, on dirait que YouTube, ça a toujours été là, mais c'est faux. Avant, YouTube, c'était nouveau. Et donc, du coup, tu avais des petites chaînes de certaines personnes qui expliquaient comment jouer tel morceau. Et c'était révolutionnaire, en fait. On s'en rend pas compte, mais à l'époque, quand tu avais la toute première vidéo, la toute première personne qui t'explique comment jouer la guitare, mais tu étais vraiment content. Hein. Tu avais l'impression de tricher la vie parce que tu te dis waouh, mais en fait, j'ai trouvé le moyen d'apprendre quelque chose. Et c'était en fait limite de niche, quoi, tu vois. T'avais ça, t'avais Dailymotion aussi. Mm-hmm. À l'époque. Et donc, du coup, grâce à ça, j'apprenais énormément de choses. Et quand est-ce que tu as dévoilé ton premier morceau à toi? C'était sur YouTube? C'était sur Dailymotion, je pense. Oui. Ouais. Et j'avais... c'était du piano. Et j'avais 17 ou 18 ans, quelque chose par là. Ouais. Et c'était vraiment en mode je poste un petit truc. Et c'était des covers, en fait. Mm-hmm. Voilà, je m'en rappelle maintenant. C'était des covers et je m'en foutais complètement du montage. Il n'y avait pas de montage. C'était juste, j'appuie sur démarrer la caméra. Et t'as 10 secondes où je m'installe au piano, donc vraiment avec la chaise qui craque, etc. Puis je commence à jouer. Et puis quand j'ai terminé, je regarde la caméra. J'espère que ça a été enregistré. Je me lève. Et tu me vois éteindre la caméra. Et j'en ai fait 5-10 covers comme ça. Et ça avait bien pris à l'époque. Il y avait une cover de Requiem for a Dream, tu vois, qui a été repartagée en Russie. Et ça a presque fait 1 million de vues. Excellent. J'étais à quoi? Et c'était pas sur ma chaîne, donc j'étais un peu dégoûté. J'étais là, mais c'est chouette, mais c'est pas chez moi. Mais bon, voilà, ça reste une chouette expérience, mais bon, c'est de l'amusement, quoi. Mm-hmm. Tu vois, il n'y a rien de sérieux derrière ça. Et comment t'es passé alors des covers à tes propres compos? Là, c'est plus un... Comment dire? Il y avait un réel ras-le-bol dans ma vie parce que j'ai essayé de suivre des études. Mm-hmm. Et je savais, au fond de moi, pertinemment, que c'était pas du tout ça que je devais faire de ma vie. Donc... J'avais étudié la communication pendant 3 mois. J'ai arrêté. Puis j'ai travaillé. Puis j'ai commencé à refaire des autres études. Gestion d'entreprise. Je n'ai pas aimé non plus. Pourtant, là, j'ai essayé de m'y attacher. Mais non, c'était juste ça. Tout l'univers m'envoyait des signaux. Genre, j'étais pas répertorié en tant qu'étudiant pour passer certains examens. Donc j'étais mais enfin... Donc, j'avais passé des examens pour rien, par exemple. J'étais écoute, je crois que ça, c'était un signal. Oui, c'est un signe. assez clair. Et ensuite, j'ai étudié graphisme que j'ai beaucoup aimé. Mais là, par contre, je n'arrivais pas à me projeter en tant que graphiste. Donc, j'arrivais pas à me voir travailler dans un bureau, sur des briefings, pour développer des sites web ou des logos. Je ne voyais pas faire ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, je vais écouter
cette petite voix intérieure qui commence à gueuler, en fait, et qui dit « Ouais, maintenant, tu vas m'écouter !» Et c'est là où je me suis dit « Bon, bah, je vais juste enregistrer déjà quelques titres et voir ce que ça va donner et mettre un orteil dans le monde de la musique. » Et je me rappellerai toujours que quand j'étais dans le processus de l'enregistrement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça pour le reste de ma vie. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah voilà, en fait, il n'y a pas de marche arrière, en fait, maintenant. Donc, c'est génial. Ouais. Et dans quelles conditions tu as enregistré du coup tes morceaux? Parce qu'ici, on est dans ton studio, donc un studio pro. Là, à l'époque, c'était quoi? Dans ta chambre, tu as enregistré tes morceaux et voilà, tu les as exactement. proposés? C'était l'ado. Enfin, j'étais plus trop ado à ce moment-là, mais on a encore un peu tous 21 ans, 22 ans. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, je vais enregistrer toutes mes maquettes. Et j'ai été dans un studio, on a réenregistré tout au propre. Donc vraiment, c'était tip-top niveau qualité. C'était juste, je ne me rendais pas compte, mais à ce moment-là, on n'a pas le recul nécessaire, qu'il fallait prendre plus de temps pour composer exactement comme il faut certaines parties, être beaucoup plus concis dans ses idées, dans les paroles, dans la voix. Voilà, enfin, maintenant, c'est des choses que je vois avec beaucoup de recul et je me dis, oui, j'étais persuadé que ça allait faire un boom, en fait. Hein, et en fait, on ne s'en rend pas compte quand on est dans sa chambre, qu'on a une montagne de travail devant soi. Mais là, il y avait vraiment cette naïveté très solide à l'époque où tu te dis, bah, en fait, le monde n'attend que moi. Et puis tu ouvres la porte et tu te rends compte que des comme toi, il y en a des millions, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais quand même fier de proposer tes propres compos à ce moment-là? Franchement, j'étais super content. Surtout que je me suis emballé, j'en ai imprimé, c'est un EP. Et j'ai eu l'excès de confiance d'en imprimer 1000. J'étais persuadé que j'allais vendre 1000 EP avec personne qui me connaissait. Et j'étais, oh non, mais ça va aller, quoi. Et j'étais très, très, très content, évidemment, à la première sortie. Une première interview radio, c'était pour Classique 21. Et il y a eu Studio Bruxelles aussi. Et c'était vraiment très, très chouette. Oui, donc c'est des gros trucs aussi. Oui, mais c'était... à ce moment-là, en fait, je ne m'en rendais pas trop compte de ce que je proposais. Et maintenant, a posteriori, je me dis, mais en fait, j'aurais mieux fait d'y aller avec quelque chose d'un peu plus solide, quoi. Voilà, c'est plus ça. Mais franchement, je suis content. Et c'est vrai que c'est une énorme tape dans le dos, tu vois, vraiment très réconfortant d'avoir un accueil positif sur quelque chose, quoi. Et c'est là que tu vois que les gens, en général, sont bienveillants. Pour quoi que tu fasses. Donc ça, c'est chouette. Mais t'as pas de regret quand même par rapport à ça, parce que finalement, ça t'a forgé aussi, ça t'a permis d'apprendre cette période-là. Oui, totalement. C'est quelque chose dont, voilà, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie et ça n'en fait pas partie, clairement. Parce que je le vois comme processus d'apprentissage et comme une manière de développer ton expérience, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose où je me dis, ah non, ça, j'aurais pas dû faire. C'est juste qu'effectivement, bah, là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et quand je vois les compos que je faisais à 22, bah, évidemment que je peux faire mieux aujourd'hui. Mais à 22, c'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là, quoi, tu vois. Donc, c'est une autre manière de réfléchir. C'est juste ça. Et après, il y a eu plein de collaborations avec des artistes belges, Alex Germis, Henri PFR, Loïc Notet, Alex Lucas. Comment c'est né tout ça? Comment tu as commencé à travailler avec les autres? C'était pas direct. Hein. Ouais, ça paraissait évident. J'imagine. Alors, en fait, c'est assez particulier parce qu'à ce moment-là, donc j'avais sorti cette EP, et moi qui pensais que ça allait faire un boom et j'allais avoir plein de contacts super cool qui allaient directement enchaîner sur le projet, pas du tout en fait. Donc, à part la promo, qui s'est très 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 vite essoufflée, il n'y avait pas nécessairement de concert que je pouvais jouer parce que je comprenais pas trop le principe de défendre un album qui était aussi, enfin un EP qui était fourni au niveau, on va dire, groupe, tu vois. On va dire dans le sens qu'il y avait vraiment
une vraie instrumentalisation derrière avec une batterie, basse, guitare, etc. Donc c'était très gros. Et après, sur scène, c'était juste piano-voix. Et là, c'était un peu compliqué de traduire ces chansons-là, où je me suis dit, je vais aller dans tous les sens, juste en piano-voix. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons qui étaient faibles, tout simplement parce que il y a tout un groupe qui est normalement derrière certaines parties, et je me suis dit, oui, là, juste en piano, ça donne rien, en fait, tu vois. Et donc, j'étais un peu plus, comment on va dire, rétractaire sur le fait de faire des concerts. Et puis, je me suis un petit peu, remis dans une bulle protectrice, où, en fait, ma bulle protectrice, c'est le piano. Mm-hmm. Et là, je fais ce que je veux. Et j'ai commencé d'une voix à recomposer, mais là, vraiment des compos piano, donc vraiment des pianos solos. Et avec un ami, on a été filmer ça. On a fait à Bruxelles, à Gand, je suis parti à Londres, où il y avait des pianos. En fait, dès qu'il y avait un piano de libre, je voulais y aller et l'enregistrer. Et il y a eu une vidéo qui a retenu l'attention de un groupe qui s'appelle Delta. Mmh. Et à un moment donné où j'avais vraiment, plus aucun espoir, et je me suis dit, tant pis, je pars en Suisse avec un pote et je vais me changer les idées. On était parti en mode backpack. Et ça m'avait fait un bien fou, vraiment un bol d'air frais. Je reviens de ces vacances. Et là, je reçois un email dans ma boîte mail qui était vide. Et c'était l'assistante de Delta qui me propose donc de rencontrer le groupe pour travailler avec eux. Et il faut savoir qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'expérience pro avant. Donc oui, j'ai été dans les groupes quand on était ado. J'ai aussi un peu joué à mon nom, mais pas grand-chose. Donc vraiment, accompagner un groupe, je ne savais pas vraiment ce que ça allait signifier. Oui, je sais jouer au piano, mais j'ai rarement joué, on va dire, dans un cadre vraiment où tu as des bandes derrière, tu as des autres musiciens qui savent vraiment jouer, etc. Et tu es là, bon. Et voilà, ils ont vu que j'en voulais, tu vois. Et donc, du coup, j'ai été engagé et j'ai joué avec eux pendant, je crois, de 2016 jusqu'à 2019-2020, je pense. 2019, ouais. Et même si donc, tu te disais que tu n'avais pas d'expérience professionnelle encore, tu as quand même ressenti une fierté, j'imagine, en recevant comme ça cette demande d'un groupe Disons que je me suis plus rendu compte de l'impact sur scène par après. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte de la construction de ce groupe parce que le groupe au tout début, Delta à l'époque s'appelait Meridians, donc c'était une transition toute fraîche pour eux. Ah oui. Et eux devaient à ce moment-là, démarcher et créer leur public. Ce qu'ils ont très très bien fait en 2016-2017, ils étaient vraiment partout à la radio à ce moment-là. Et j'ai vraiment vu le public grandir pour ce groupe, quoi, devant mes yeux. Donc c'est dingue de voir ça. Et c'est dingue de voir l'évolution constante, en fait. Mm-hmm. Vraiment, un concert n'est pas une autre. À chaque fois, il y avait un débriefing. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Où est-ce que je peux, moi, m'améliorer? Bien comprendre qu'on est là pour servir le projet, pas pour soi-même. Mm-hmm. Très important. Au service de la chanson. Donc, ça sert à rien. Oui, on sait que il y a des bons musiciens sur scène, il y a des bons batteurs, il y a des bons guitaristes ou pianistes ou quoi. Ça sert à rien de l'entendre tout le temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très très important et que j'ai appris à ce moment-là. J'avais parfois envie d'en faire de trop, tu vois. Et le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc il y avait beaucoup de ça. Et après, c'est vrai que quand on a joué, y a des concerts mémorables que j'ai avec eux à l'ancienne Belgique, à Ronquière, aux Solidarités aussi. C'est vraiment des concerts où je me suis un peu pris une claque parce que c'est là que tu te rends compte que le projet, quand il tourne bien. Mm-hmm. Et ça, c'est chouette à voir, quoi. Et j'imagine que du coup, toi, en tant qu'artiste, tu as beaucoup évolué alors pendant cette période-là. Oui. Et en fait, c'est en jouant énormément avec eux que là, j'ai commencé à rencontrer effectivement d'autres artistes. Henri est un ami de longue date, par contre. Donc lui, je le connaissais à ses débuts. Mais après, quand il a vu que je jouais
pour Delta. À ce moment-là, il a dit en fait, ça serait cool de faire un truc ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, là, il y a eu Alex Germis. Et ensuite, Alex Germis qui travaille avec Loïc m'a présenté Loïc pour le projet. Et c'est en fait, enfin, tu vois, ça tient à en fait très très peu de choses. Mais il faut juste être ultra ouvert et être au service enfin, être prêt à être au service des gens, quoi. Parce que ça, c'est ce que je vois et qui se fait beaucoup trop, en fait, c'est que on tire tout le temps la couverture sur soi et en fait, il faut vraiment comprendre quand on collabore avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on collabore pour la personne. Voilà. Sauf si c'est un featuring, tu vois, mais si c'est quelque chose qui est en mode où quelqu'un vient chez toi parce qu'il va te demander quelque chose, voilà, enfin, donne-le lui, mais n'en fais pas tout un foin, quoi, tu vois. Parce que imagine, je sais pas moi, tu vas chez un boulanger et t'achètes un pain, le boulanger il va pas dans la rue, il dit il mange mon pain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, en fait, tu dois te mettre un peu dans l'ombre, finalement. C'est ça, oui, exactement. Et être en paix avec ça. Et là, maintenant, ça va, j'ai compris. Mais au début, c'est un peu dur parce que tout le monde essaie de trouver sa position et sa place. Il y a beaucoup aussi d'ego dans cette industrie. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un ego tant qu'il est mesuré, bien placé, quoi, dans l'espace et dans les projets. Oui, justement, comment tu le vis? Enfin, par exemple, quand Loïc fait Monsieur, Madame sur lequel tu as travaillé et que ça cartonne, comment tu le vis, toi, d'être justement un petit peu dans l'ombre, niveau égo et tout ça? Comment ça se passe en toi? Bien, parce que en fait, c'est exactement ce dont je viens de te parler. C'est son projet, en fait. Le Gnotet, c'est sa chanson, Monsieur, Madame. C'est lui qui l'a écrit, tu vois. Ses paroles, c'est ultra personnel comme chanson. Et c'est important pour moi que voilà, ce projet a été développé, mais pour lui, quoi. C'est sur mesure, c'est vraiment, c'est à son nom. Certes, c'est le piano que je joue, c'est celui qui figure dessus, mais c'est pas ma chanson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait complètement différent s'il était venu ici et qu'il dirait, viens, on écrit quelque chose ensemble, tu vois, des paroles ensemble, vraiment. Comment dire, une page vierge, quoi, tu vois. Mais ici, de nouveau, c'est au service de son projet, quoi. Donc, c'est complètement différent, tu vois. Et, enfin, voilà, je trouve que c'est important d'être en paix avec ça. Et c'est clair qu'au début, c'est tout le temps un peu déroutant parce que on peut vite perdre pied quand c'est fort mis en lumière. Mais en fait, c'est simplement... Enfin, maintenant, j'ai pas envie de minimiser ou ridiculiser ça, mais ce ne sont que des statistiques. Ce ne sont que des chiffres. Et le projet ne change pas, que ce soit une vue ou 1 million. On va pas faire ça pour les vues. Tu vois ce que je veux dire? On réfléchit pas, on se dit pas cet accord-là ou ces paroles-là, c'est sûr que ça va nous ramasser 200 000 vues, quoi. Tu vois? C'est d'abord créé pour soi. Oui, voilà, tu vois. C'est vraiment pour que le projet soit le plus qualitatif possible. Donc ouais, je ne te cache pas qu'il y a des moments où c'est une bataille mentale. Mais une fois qu'on est en paix avec ça, et maintenant je le suis totalement, voilà, on se rend compte que chacun a son rôle, en fait. Tu vois. Imagine un film où t'as tous les acteurs qui veulent être tout le temps à l'écran, mais ce sera un bordel total. Il n'y aura pas d'acteur principal. C'est un film où on ne sait pas regarder, quoi, tu vois. T'imagines un film avec DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Angelina Jolie, etc. Mais ils sont tout le temps, tous les 4 ou tous les 5 à l'écran constamment, tu vois. Genre sur le même plan, ça va pas. Donc il faut des rôles secondaires, il faut des gens qui viennent sublimer certaines choses, mais sans mettre trop de focus dessus, parce que c'est pas le propos, en fait. Donc... À propos de film, justement, Loïc a aussi fait appel à toi pour son court-métrage, Candy. Comment tu l'as vécu de travailler cette fois-ci pour un court-métrage? Ça, c'était une expérience éprouvante, mais j'ai appris tellement. J'ai appris tellement sur ce projet parce que
Je l'ai accepté en connaissance de cause. Je lui ai dit, écoute, ça, je n'ai jamais fait des orchestrations aussi poussées parce que ça l'est. Je te jure, les projets, elles ont... je peux te montrer après si tu veux, mais il y a 350 ou 400 pistes. Donc c'est vraiment... c'était très, très, très poussé. Et je lui en ai parlé récemment, tu vois, et il m'a dit, ouais, c'est chouette de pousser les gens dans le retranchement pour voir le résultat qu'on peut obtenir, quoi. Et ici, clairement, ça a été fait à plusieurs niveaux. Mais positivement, je veux dire, tu vois, il y a vraiment au niveau des décors, enfin tout le monde c'est vraiment fort plié dans ce projet. Et ici, musicalement, clairement, j'ai passé des semaines et des mois à essayer de construire ce qu'il avait dans sa tête au mieux possible. Et c'est pas le plus évident, je t'avoue. Il y a vraiment des jours où je voulais m'arracher les cheveux parce que il y a, je vais te passer les détails, mais il y a des changements de tempo constamment. Les tempos flottants, et ça c'est une crasse parce que vraiment c'est très Disney du coup aussi, il y a vraiment ces inspirations Disney, Tim Burton, etc. Oui. Donc tu as des ralentissements qui se font à l'image, qui doivent être suivis dans la musique, et donc du coup qui doivent être traduits par certains instruments qui ralentissent, mais tout doit suivre derrière. Donc ça veut dire que tout doit suivre, donc tous les violons, toutes les flûtes, tous les cuivres, toutes les percussions, c'est un chaos total, quoi. Mais ça m'a vraiment, c'était comme si j'ai dû passer un bac 3 et un master 2 en 5 mois de temps, quoi. J'étais là, bon, mais c'est cool, maintenant je suis à l'aise avec ça, donc c'est important. Et depuis ça, il y a eu d'autres EP, albums, rien qu'à toi, au nom de Léo Nocta. Pourquoi tu as eu envie comme ça de reproposer aussi tes propres morceaux, de travailler du coup en solo avec un projet qui te ressemble? Ça, comme je t'ai dit un peu plus tôt, c'est ma bulle, en fait. Donc vraiment, ça, c'est là-dedans dans lequel je suis le plus confortable. Parce qu'avant d'être, entre guillemets, chanteur, j'ai toujours composé en tout ce qui est instrumental, quoi. Donc, même quand on fait un flashback d'il y a 15 ans, c'était du piano, c'était des covers de piano, ou c'était de la guitare que je voulais apprendre. Et là-dedans, je me sens vraiment bien. Et quand il y a eu ce fameux moment clé en 2020, c'était pour moi primordial de retourner dans cette bulle. Parce que vu que tout va mal à l'extérieur, il faut que ça aille bien à l'intérieur. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, tous les projets que j'avais mis de côté, où j'avais pas encore trouvé de paroles dessus, parce que l'idée était de trouver des paroles, en fait, sur certaines compos au piano. En fait, je vais peaufiner tout ça et composer et en faire un album instrumental, quoi. D'ailleurs, il y a certains titres qui sont de base des titres où je chante dessus. Et donc, la main droite interprète en fait la voix. Et je trouve que c'est quelque part, on va dire, touchant dans ce sens-là de transmettre en fait une voix, mais à travers un instrument. Parce que là, on se rend compte en fait que c'est parfois pas les mots qui comptent, mais c'est les notes. Oui, j'allais te demander, on peut exprimer vraiment quelque chose, selon toi, dans un morceau instrumental, en fait. Oui. Il y a vraiment des couleurs, et maintenant, j'en suis de plus en plus conscient avec mon prof qui m'apprend un peu plus des accords jazz, etc. Il y a des couleurs qui sont vraiment importantes, quoi. Ça donne vraiment une sonorité très vite triste ou très vite amer ou heureux, ou heureux triste, ou heureux joyeux. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de manières de transmettre toutes ces émotions-là. Et je trouve que, à mes yeux, le piano, parce que moi, je suis avant tout pianiste, je pense, c'est celui qui permet de le mieux le traduire. Donc, on va dire, c'est beaucoup dans cette optique-là, quoi. Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer du coup sur les morceaux? Donc, en 2020, c'était In Motion. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer sur les morceaux qui y figurent? Ici, j'avais travaillé en parallèle avec un ami graphiste qui a donc fait les pochettes pour chaque chanson, enfin chaque composition. Et
lui, ce qu'il a voulu faire, je lui ai envoyé l'album et je lui ai dit comment est-ce que tu le ressens. Et il a vraiment écrit toute une page, vraiment avec une histoire derrière. Et je me rendais compte que qu'en fait, il savait me lire. En fait, il savait lire le morceau. Mais il n'y avait pas de parole, donc c'est super bizarre, tu vois. Ouais. Mais rien que par le titre que j'avais donné au morceau, il savait exactement rentrer dans ma tête et se dire, mais en fait, c'est comme ça que je le vois. Et ici, pour InMotion, c'était clairement un peu le symbole d'une cage qu'on est à l'intérieur et un peu le symbole de l'escapisme, tu vois. Le fait de vouloir sortir. Bon, c'était très, très, très fort chez tout le monde en 2020. Le fait de vouloir sortir mais ne pas pouvoir. Et ça s'est exprimé de cette manière-là, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de silence, tu vois. Il y a beaucoup j'ai vraiment utilisé dans le premier album des silences réfléchis, tu vois. C'est pas nécessaire de jouer tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est important d'utiliser ça comme espace musical et espace visuel aussi. On s'en rend pas compte, mais c'est pas toujours nécessaire de parler. Tu vois? Bon, là, c'est ce qu'on fait, mais... Oui. Là, on est obligé de parler. Hein, voilà. Oui. Pour toi, le visuel, c'est vraiment très important aussi. Enfin, ici, il y a Bleu Minuit qui est sorti en décembre 2021. Ouais. Pareil, il y a tout un concept aussi autour de l'album. Ce visuel, c'est vraiment très important. Oui. Rien qu'à titre personnel, le fait c'est parce que tu as fait des études de graphisme que ça ressort un petit peu. Voilà, oui, totalement. Non, mais rien qu'à titre personnel, ça me permet de moi-même rentrer dans mon univers, tu vois. Et je trouve que c'est important d'avoir les deux éléments, donc audio et visuel, pour pouvoir rentrer et avoir l'expérience au complet. Sinon, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, on nous enlève en fait une expérience qui est une des plus agréables en fait. Imagine de nouveau, j'adore les films, hein, donc je vais reprendre ça. Imagine tu vois un film et t'as pas d'audio, ou l'inverse, t'as que l'audio mais pas l'image. C'est super dur. Enfin, tu peux t'imaginer les scènes, et on le fait de plus en plus souvent. Il y a des séries audio, etc. Mais l'expérience la plus, on va dire 360 degrés, c'est d'avoir les deux éléments. Et pour moi, du coup, le visuel ici, pour Bleu Minuit, j'avais travaillé avec un ami qui est on va dire, graphiste 3D. Et j'étais sur le cul de ce qu'il m'a présenté. Je me rendais pas compte, en fait, qu'on pouvait aller aussi loin aujourd'hui avec un ordi. Donc, la 3D, c'est un délire. Hein. C'est vraiment... y a des choses qui sont photographiques, quoi. Et je lui ai parlé je lui ai montré des photos qui me touchent beaucoup par rapport à cet univers-là. Vraiment, le Portugal était central parce que mon papa est portugais. Donc, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments du Portugal parce que, voilà, c'est un pays auquel j'y suis allé une fois par an pendant 20 ans. Et c'était 2-3 semaines par an. Donc, clairement, en tant qu'enfant, on emmagasine énormément de ces éléments-là, tu vois. C'est des voyages qui sont importants, en fait, quand on est enfant. Et François, il a directement pris ces éléments-là. Et enfin, il y en a une qui m'avait vraiment choqué, dans le bon sens du terme. Mais voilà, quand on est gosse, qu'est-ce qu'on regarde le plus? On regarde souvent ses pieds, tu vois, parce qu'on est très proche du sol. Et donc, au Portugal, tu as ce qu'on appelle les calçadas. Enfin, je ne le dis pas très bien, je ne parle pas super bien portugais. Je crois que ça dit calçadas ou un truc du genre. Et en gros, c'est vraiment des motifs qu'il y a par terre, mais sur tous les trottoirs portugais. Oui. Et c'est vraiment disposé d'une certaine manière, quoi. Et je lui ai montré ça, il m'a dit « Ah ouais, ok, je vois ce que tu recherches ». Et il l'a refait en 3D, mais... c'est ultra détaillé, c'est microscopique. On voit vraiment des détails et des grains qu'il y a entre chaque élément. Et je lui ai vraiment dit, mais on est complètement dessus, en fait. Et c'est super... comment dire comment est-ce qu'on appelle ça? On se submerge on se met complètement dans l'univers. On est immergé. Immergé, voilà, exactement. Ouais. J'avais presque le mot. Oui. Oui, voilà. Et ça, je trouve que si j'arrive à atteindre ce point-là
pour moi, j'augmente mes chances pour que l'auditeur va la voir aussi, en fait. Donc c'est important que ça soit dans ces deux sens-là. Et est-ce que tu as une envie, on a déjà eu du coup des morceaux où tu chantais aussi, Ouais. tu as une envie de reproposer ça ou maintenant Ouais. tu veux vraiment rester dans l'instrumental? Non, totalement. En fait, j'en ai plein dans le tiroir. Pour pas te mentir, je crois que j'en ai une dizaine qui sont prêtes à sortir, mais c'est vu que maintenant j'ai travaillé sur InMotion et Bleu Minuit, qui sont des albums, on va dire, où le concept artistique a été poussé, entre guillemets, je vais dire poussé dans le sens au niveau des titres, au niveau des visuels, au niveau de l'univers global, etc. Les titres qui ont été composés avant tout ça, ce sont des titres voilà, où tu as quelque chose à l'intérieur de toi et tu veux le sortir, tu vois. Donc un peu comme si tu as des pages blanches et tu griffonnes quelque chose et tu dis « Ah ouais, mais en fait, ce griffonnage, je veux le finaliser, tu vois. » Et le fait de maintenant avoir ce recul de 2 albums instrumentaux, la manière de comment je veux revenir, je veux que ça soit travaillé de la même façon, en fait. Ah oui. Tu vois, de proposer quelque chose vraiment avec l'univers derrière, avec une sonorité homogène et pas que l'auditeur soit trimballé de la funk à la soul, à de la pop mélancolique, à du rock, etc. Ouais, un projet complet, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des chansons qui me tiennent très très fort à cœur là-dedans. Donc je pense que dans un premier temps, oui, je vais les sortir et me pencher après sur un projet chanté qui est vraiment plus homogène. Tu vois, mais c'est délicat de réfléchir comme ça parce que maintenant, tu vois, dis-toi qu'il y a 2 projets homogènes et puis maintenant, il y a plein de petits morceaux de petites, comment dire, de chansons qui ont le droit de sortir, en fait, mais qui sont juste pas encore dans leur bon tiroir, on va dire comme ça. Et vu que j'aime bien réfléchir dans la globalité du projet, tu vois, c'est important que ça soit la même touche globale, quoi. Et tu vas continuer à collaborer aussi avec d'autres artistes? Alors oui, ça d'office. Ouais. Je reste méga ouvert à tout ça, et que ce soit des artistes ou des projets ou ou peut-être des séries ou des films ou peu importe. Pour moi, c'est les expériences les plus enrichissantes, en fait. C'est encore plus enrichissant de travailler pour quelqu'un d'autre que parfois pour travailler pour soi-même. Vraiment, ça a une influence. Toutes tes collaborations, ça a une influence sur tes propres projets. Ouais, totalement. Parce qu'en fait, quand tu as un artiste qui vient chez toi, généralement, ce qu'il fait, il a une petite playlist Spotify de prête pour te faire écouter ses références. Et bon, il y a des références clés qui reviennent très souvent, comme Billie Eilish. Billie Eilish, ouais, Billie Ok. Mais parfois, il y a des pépites. Vraiment, dans le côté où je me dis, tiens, je connais pas ça. Et en fait, maintenant, ma curiosité se porte vraiment sur les morceaux que je connais pas. Et quand je connais pas, j'adore. Parce que là, je découvre et je me dis, waouh, des fois, tu te prends une claque d'une certaine manière de comment la production est faite, la qualité de la production. Là, on revient en termes de Singer, tu vois, mais tu te dis, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'elle elle a pu mettre sa voix de cette manière-là? Enfin, tu vois, c'est super intéressant. Et rien que pour ça, toute ma vie, j'aimerais collaborer, quoi. Parce que c'est là où tu t'enrichis, en fait, toi-même. Sinon, t'es dans un monde atrophié où il n'y a que toi et t'es dans une salle blanche et tu t'occupes juste toi-même, mais tu n'as aucun, comment dire, tu n'as pas d'influence extérieure, quoi. C'est un peu tristoun, tu vois. Et tu disais, il y a collaborer et travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. Une collaboration récente, par exemple, c'est avec Konoba et Charles. Là, c'est vraiment, vous avez travaillé à 3 sur ce morceau. C'est ça. Et c'est vraiment, ta patte ressort aussi sur ce morceau. Alors ici, Konoba m'avait invité en décembre 2020 chez lui dans un chalet à Stoumont. Donc c'est près de Spa. Super. C'était vraiment une trop chouette expérience. Et là, il m'avait présenté une interlude qui devait figurer sur son prochain album. Et avant même de composer quoi que ce soit, il m'a fait écouter ça et je lui ai dit, il y a un hook super intéressant dans cette interlude, mais qui n'est pas poussé à son plein potentiel, en fait.
Donc c'était vraiment, imagine, 30-45 secondes de ce morceau. Et je me suis dit, en fait, faut vraiment y aller, il faut vraiment le pousser. Donc si tu me permets, j'aimerais bien voir ce que je peux faire là-dessus au piano et pousser plus loin la compo, quoi. Et là, il m'avait donné un peu la carte blanche au niveau de, comment dire, du jeu de piano, de trouver peut-être d'autres accords, ou quoi que ce soit. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas une interlude, c'était une chanson en fait, tu vois. Mais c'est une chanson un peu hors du temps, tu vois. Moi, j'adore les chansons qui n'ont pas vraiment de gros refrains. Ici, il y en a un, mais c'est un hook en fait, tu vois. Mais j'aime bien les chansons qui n'ont pas les structures dont on s'y attend en fait. Ça me surprend tout le temps. Et en fait, des fois, on essaye de mettre la musique dans des petites cases, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, quand tu vois, je sais pas moi, tu vois un arbre pousser, il se dit pas, je vais pousser tout droit, tu vois. Il y a des branches qui vont à gauche, à droite, etc. Ouais. Et c'est exactement ça. Et cette manière-là de voir la musique, j'essaie de la mettre dans certains projets. Ici, il y a un titre aussi que j'aime beaucoup pour Musty qui va sortir vendredi sur son album qui s'appelle Pretty World. C'est un de mes titres préférés que j'ai fait en fait de toute ma vie, mais pour son projet, quoi. Et cette chanson n'a ni queue ni tête. Il y a pas de refrain A, B, B, A, etc. Il n'y a pas de structure classique. Voilà. Mais c'est juste, tu l'écoutes, tu te fais complètement emporter, tu sais pas à quoi t'attendre en fait à la fin, tu vois. Ça, je trouve génial, parce que sinon, ça devient peut-être un peu trop attendu. Je dis pas, des fois, ça fait du bien. Moi, j'adore la pop, hein. J'adore écouter des chansons qui ont vraiment des gros refrains aussi, mais de temps en temps, je crois que je suis plus là pour essayer de faire sortir, comment dire, ce qu'il y a dans le cerveau des gens en mode ok, il n'y a pas de règles ici, tu vois. Pour surprendre un peu aussi l'auditeur. Ouais, ça fait du bien. C'est toutes ces collaborations, travailler sur ton projet solo, etc. Tout ça, ça te permet de vivre de ta passion aujourd'hui ? Ouais, totalement. Donc au tout début, en 2015-2016, non. Ouais. Parce que là, voilà, tu commences, tu débutes. J'avais les premiers concerts avec Delta, c'était des petits revenus à gauche, à droite, mais voilà, c'est pas une tournée mondiale, tu vois. C'est des tournées Bruxelles-Wallonie sans plus, donc tu vas pas faire 4 concerts à Bruxelles dans la même semaine, tu vois. Une fois que le public pour un groupe est arrivé à remplir la salle pendant une certaine période, ça sert à rien de refaire un concert, ils vont pas revenir, tu vois. Donc au début, je veux dire, hein, donc voilà, on parle pas de Coldplay qui va faire 5 dates, ça fera peu de temps. Mais ici, oui, maintenant sans problème, c'est un agenda qui se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où tu te dis ok, ce projet-là, je le fais à ce moment-là, et c'est exactement ça que je voulais. Mais ça reste, comment dire, un milieu d'indépendant, tu vois. Donc c'est un agenda d'indépendant, tu n'es pas salarié, il y a pas de, ton année n'est pas faite en fait, tu vois. Donc tu commences, c'est une année un peu, on va dire, où tu fais ton propre horaire, quoi. Et c'est dépendant de toi. Est-ce que tu as envie de travailler beaucoup ou pas cette année? Tu fais des appels à projets, tu vois qui est demandeur de travailler ou pas, quoi. Donc ça se voit plus comme ça, mais en tout cas, c'est un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir dans cette optique-là. Et être à l'écoute aussi que trop, c'est pas bon. T'es plus à l'écoute de tes besoins, en fait. Ouais. Quand t'as trop de taf, c'est horrible. Vraiment. Et je suis passé par là, et il y a un moment donné où t'es physiquement pas bien. Au début, on veut peut-être trop en faire pour être sûr que voilà, ça fonctionne, que ça nous rémunère. Ouais, exactement. Donc au début, tu acceptes tout. Tu dis oui à tout. Et tu dis, de toute manière, voilà, il faut que je vive, il faut que je fasse mes preuves, il faut que les gens me connaissent pour me faire confiance, pour faire appel à moi pour certaines choses, quoi. Donc au début, t'as un peu cette optique de vouloir trop en faire. Et je me rappelle qu'il y a eu vraiment une période où j'avais trop sur mon plateau, et
Et le matin, j'ai bugué, quoi. J'ai pris mon petit déj, j'ai regardé dans le vide. Et ma copine m'a dit, mais prends une feuille et note tout ce que tu dois faire. Ouais. Donc vraiment, juste tout noter. Et vraiment, c'était une feuille qui était devenue recto verso. Pardon. Qui était devenue recto verso. Et je me suis juste dit, bon, au moins, ça me permet de visualiser maintenant, de ne pas encombrer mon cerveau avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. C'est super dur. Parce que quand tu... je veux dire, quand t'as plein de projets simultanés, t'as toutes ces infos qui viennent titiller ton cerveau. Ah, n'oublie pas d'exporter ce fichier-là. Ah, n'oublie pas de rappeler. Envoie un email aussi à lui ou à elle, parce que, à mon avis, ils ont sûrement oublié qu'ils doivent encore faire ça aussi, tu vois. Et t'as toutes ces petites informations-là qui viennent dès le réveil. C'est vraiment écrasant, en fait, tu vois. Donc, à partir de l'instant où t'arrives à maîtriser ton agenda, bah là, c'est cool. Là, Ça t'a pris longtemps d'apprendre à savoir comment tu fonctionnais, à te connaître et à savoir comment t'organiser? Oui, et encore maintenant, encore cette semaine, j'ai dû faire cet exercice parce que là, c'est un peu la reprise, tu vois, après Noël. Tu dois un petit peu, réarranger ton agenda. Parce qu'il y a un peu ce truc de case départ, tu vois. Chaque nouvelle année, c'est une case départ et tu as l'impression que les projets qui étaient un peu en suspens de l'année précédente ont été un peu, entre guillemets, oubliés l'année d'après. Donc, tu dois refaire un suivi de tout ça, relancer la machine, tu vois. C'est vraiment de l'entrepreneuriat, en fait. C'est ça. Mais j'essaye un maximum de garder le fun là-dedans. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas peu. Voilà, il y a quand même une optique où on se dit, on fait de la musique, donc il faut pas oublier parfois aussi cet enfant intérieur qui a juste fait ça. Tu vois, de base, c'était pour imiter ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois d'où on vient. Oui, c'est clair. Donc là, tout d'un coup, c'était juste singer ta sœur, et puis après prendre des cours de musique, et puis après singer la partie son de ton prof, etc. Entendre une chanson à la radio, la vouloir répliquer, et puis après, tu te dis, en fait, c'est trop chouette, ce milieu, je vais aller dedans, et puis après, en fait, les premières années sont vraiment les meilleures. Parce que c'est là où tu as ton premier tout. Premier concert, premier gros public, première grosse fête après concert où tu te mets une énorme mine et ce genre de trucs-là. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là de toutes les premières fois. Et puis après, tu commences à dire, ça je connais, ça j'ai déjà fait, ça, ok, des nouveaux objectifs. Il y a pas mal d'objectifs qui ont été atteints en fait. Ça aussi c'est important, tu vois. J'avais une grosse liste d'objectifs que j'avais écrit il y a quelques années. Et il y en avait plein que je pensais, c'est abusé. Mais je me dis, je m'en fous, je le note, tu vois, au cas où. Et je me rappelle qu'un des objectifs que j'avais écrit, c'était jouer au Sport Palace. Bon, j'avais juste dit jouer. Tu vois, pas en mon nom, juste voilà. Et fin 2019, je reçois un appel d'Henri qui me dit, écoute, il y a un événement qui est organisé par Q-Music et ça se passe au Sport Palace. Est-ce que tu veux m'accompagner? Excellent. Et je dis, quoi? Si vite? Moi, je pensais que c'était un truc, tu sais, sur 10 ou 15 ans, tu vois. Mais j'ai halluciné. Je te jure, j'ai pas compris. J'étais là, mais c'est pas humain, tu vois. Après, de nouveau, c'est pas en mon nom, ni, ni au nom d'Henri. Enfin, c'était au nom d'Henri, mais je veux dire, l'événement, c'était organisé par la radio Q-Music pour une association caritative, etc. Mais c'est juste, voilà, les objectifs que tu t'es mis, en fait, sont parfois très vite atteints et ça change rien à ta vie. Donc, en fait, c'est là où tu te rends compte que, ok, tu peux checker ton objectif, mais voilà, il n'y a rien de spécial qui se passe le jour d'après. Tu n'es pas aux Bahamas en train de te dorer les fesses. Enfin, voilà, il n'y a rien de spécial qui change, en fait, directement dans ta vie. Et ce sont des objectifs qui sont plutôt superficiels, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, des objectifs plus sains, c'est vraiment, et ça, c'est au sens large du terme, mais continuer à être heureux avec le meilleur moteur que tu as.
possible, enfin, au possible, tu vois, dans le projet que tu fais. Donc, le meilleur moteur, ce serait de faire les choses pour la bonne raison. Et pour moi, le chant en fait partie. Donc, chanter, c'était un objectif, mais c'était pas la bonne raison. La bonne raison, la mauvaise raison, c'était prouver aux gens que je sais apprendre à chanter et de faire une chanson qui est écoutable, tu vois, voire agréable, pour pouvoir exprimer certaines... Mais c'est trop technique, en fait, tu vois. Ça doit, en fait, c'est un peu... sans vouloir tomber dans le cucu, mais ça doit venir du cœur, tu vois. Le piano, je le réfléchis pas. Là, ça vient vraiment véritablement du cœur. Le piano, la voix, je réfléchis encore. Donc là, ce sont plus des éléments qui prennent du temps à être développés avant d'avoir cet aspect, véritable. Tu dois passer par une technicité, tu vois. Et c'est plus ça mon objectif maintenant. C'est de être complètement serein, être bien droit dans mes bottes, aligné, voilà, totalement. Donc ça, c'est vraiment un bel objectif que tu n'accomplis jamais. Et je trouve que ça, c'est le meilleur but que tu puisses te mettre, quoi. Génial. Je pense que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Oui. Du coup, je vais te poser la dernière question du podcast. Mais en pire, on enregistrera un autre épisode prochainement. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Sauter en parachute. Mais c'est la 3e fois, je crois, qu'on me le dit. C'est vrai? Oui. Attends, alors j'ai pensé à autre chose. Oser faire que je n'ai pas encore fait. C'est une très bonne question, en vrai. Tu veux dire dans le terme musical? Ça peut être personnel ou professionnel. C'est vraiment comme tu veux. Que j'aimerais, mais là, il faut vraiment que j'atteigne un niveau de malade. Parce que je sais que j'ai toujours été plus porté sur le mélodique que la rythmique. Et avant de faire quoi que ce soit rythmiquement dans ma vie, il faudrait que j'ai une masterclass pendant 3 ans sur les percus. Mais ça a l'air trop chouette de jouer la batterie sur scène. Mais je pense que pour les oreilles de tout le monde, il vaut mieux que je le fasse pas. Tu vois, mais ça, c'est... Souvent, en fait, j'ai été, tu vois, en tant que musicien, du coup, derrière, mais au même niveau que le batteur, donc à gauche. Et il n'y a rien à faire, mais quand tu es claviériste, tu es un peu restreint dans tes mouvements, tu vois. Mais les batteurs, ils ont l'air de s'éclater sur scène, quoi. C'est un truc de malade, tu vois. Et vraiment, ça a l'air d'être un kiff total. Donc ouais, mais c'est juste que clairement, c'est pas ma vocation, c'est clairement pas la chose dans laquelle je suis à l'aise, tu vois. Vraiment pas. Mais le jour où j'ai le niveau d'accompagner quelqu'un à la batterie, ça va être trop génial. Bon, ça et le saut en parachute. Ça va. Ouais, c'est des beaux défis pour la bucket list, du coup. Voilà, exactement. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci Julie, merci pour l'invitation. Merci encore Léo d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et aussi à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Je vous souhaite une très belle année 2022. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.